le recyclage est une solution, une impasse. C'est une fausse bonne solution et ça peut être contre-productif. Mais à court terme, il y a quand même quelques avantages. Mais je veux dire, dans la balance, c'est pas là qu'il faut mettre tous les efforts. C'est effectivement, comme vous le dites, dans la réduction, dans couper le robinet de la production qu'il faut aller. C'est évident. À part si vous êtes un pays producteur de matières fossiles, tous les autres pays s'accordent à le dire. Donc il faut réduire la production, il faut réduire le nombre de molécules chimiques. Je disais tout à l'heure qu'on est à des milliers et des milliers de différents types de plastique. Il faut réduire ça, il faut qu'il y ait de la transparence, qu'on sache qu'est-ce qu'on produit, quels sont les impacts. Il faut qu'on ait une vision beaucoup plus globale, il faut standardiser, homogénéiser pour pouvoir mieux réguler. Bonjour à toutes et à toutes, c'est Théoné Pivoda, on se retrouve pour Désirable, le podcast qui crash teste toujours des alternatives pour une société plus désirable. Le sujet qui va nous occuper aujourd'hui est une substance, un matériau, une substance qui se trouve un peu partout autour de nous. C'est assez difficile de lui échapper. Il s'agit du plastique et la question que l'on va se poser aujourd'hui est assez drastique. Faut-il supprimer le plastique de nos vies ? Capucine Dupuis, bonjour. Bonjour. Je suis ravi que vous soyez là. J'ai lu avec grande attention votre livre « Plastique, on arrête tout et on réfléchit » qui vient de sortir il y a quelques jours, c'est ça ? Oui. Donc c'est un tour assez complet de cette question du plastique, autant la partie problème que la partie solution. Vraiment super intéressant, et vous avez sorti en 2022 pardon, ce bouquin, cette bande dessinée Plastique avec le dessinateur Terreur Graphique. Donc super, je conseille également. Vous êtes autrice et conférencière, spécialiste des sujets environnementaux et en particulier du sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire le plastique. Il y a qu'à la regarder même autour de nous, même ma gourde qui est en plastique. Je pense qu'il y a un peu de plastique dans mes vêtements. Ces bouquins, il doit y avoir du plastique. Le plastique finalement est partout autour de nous. La décoration de ce podcast, c'est difficile finalement d'échapper au plastique. C'est difficile d'y échapper parce que oui, le système a décidé qu'on pouvait tout plastifier et pour cause, parce qu'en fait on dit le plastique mais c'est les plastiques pour être plus juste, dans le sens où il y a des dizaines et des centaines et des milliers de plastiques différents qui correspondent chacun à une application bien précise. Donc mis bout à bout, ça donne des possibilités d'usage qui sont multiples. Les propriétés des différents additifs qui servent à fabriquer ces milliers de plastiques sont une liste immense et qui plaisent bien aux industriels parce que ça va résister aux flammes, ça va résister à l'oxygène, aux fongicides, à l'humidité, ça va être antidérapant. Enfin, voilà, c'est économique, c'est léger, c'est pratique, ça peut être doux, ça peut être rigide, ça peut être ceci, ça peut être cela. Ouais. Donc, forcément, il intègre les moindres interstices de nos vies, qu'on soit écolier dans les Alpes ou paysan dans la brousse ou trader à New York. Oui, ça plaît bien aux industriels, mais on va voir durant cet épisode que ça plaît beaucoup moins à la planète et à la santé humaine. J'aimerais bien qu'on revienne sur l'histoire du plastique. Les premières utilisations du plastique artificiel, on peut les dater au 19e siècle. Mais la démocratisation, la généralisation de cette matière, c'est réellement après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi à cette époque s'est-on mis progressivement à produire et utiliser du plastique ? Il y a effectivement le premier plastique semi-synthétique, c'est au 19e siècle. Ensuite, il y a à peu près un siècle de succession d'innovations qui ne sont pas forcément hyper intéressantes de développer, mais voilà, il y a eu du semi-synthétique puis du synthétique. Et Deuxième Guerre mondiale, début de la société de consommation, et le plastique est un allié précieux pour la société de consommation. Le lendemain de la guerre, en fait, quand vous regardez les archives des majors de la pétrochimie de l'époque, qui sont toujours
bien vivant aujourd'hui. Quand vous allez par exemple sur le site de Dow Chemicals, rubrique archives, c'est édifiant en fait de voir le discours qui est tenu sur en fait on a utilisé nos savoir-faire en chimie. Alors, en l'occurrence, c'était beaucoup à usage de la guerre. On a perfectionné nos connaissances. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi ? Ça serait du coup très sensé de les mettre au profit de biens utilisés par tout le monde en temps de paix. Et donc ça, c'est écrit noir sur blanc, c'est on va développer notre business à destination du grand public. Et le plastique va intégrer nos vies. C'est un objectif, c'est The Age of Plastic, et c'est comme ça que ça s'appelle. Et vous voyez les publicités où on passe d'un âge un peu aztèque où on casse des silex pour se chauffer à la maison tout plastique avec la ménagère en robe de soirée avec son téléphone en plastique, son frigidaire en plastique, sa télé en plastique, son aspirateur, enfin voilà, tous les nouveaux appareils du chez-soi, quoi, en plastique. Et elle est en robe de soirée parce qu'en fait, la vie est tellement facile, tellement douce, tellement confortable avec le plastique. Oui, c'est ça. Ce qui m'a surpris en lisant votre livre, c'est que vous rappelez qu'à l'époque, dans les pubs, dans les discours, on montrait le plastique comme une révolution, quelque chose qui allait avoir un avant et un après plastique, finalement. Ouais, complètement. Et le format publicitaire de l'époque, c'est marrant parce que c'est pas le même que nous, mais vous avez par exemple sur une page A4, vous avez les 3/4, c'est une image, qui est généralement un dessin, même quasiment systématiquement à cette époque-là. Et en dessous, donc, le quart ou le tiers restant, selon les moments, c'est du texte. Et donc, dans ce texte, ils ont vraiment la possibilité de développer leur concept. Donc, de développer, c'est quoi la maison de demain ? C'est quoi l'après-guerre ? C'est quoi notre envie de faire société ? C'est à quoi ça ressemble ? Et donc, si vous épluchez les publicités, vous voyez qu'on ne vend pas un matériau, en fait. On vend une façon de vivre. On vend pas une boîte Tupperware, si jolie soit-elle, parce qu'elle est de toutes les couleurs et elle est bien disposée. En fait, on vend la liberté, on vend l'émancipation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la ménagère, puisque à cette époque, on n'hésite pas à aller dans ce cliché de c'est la femme qui est en cuisine, au lieu d'être 3 fois par jour en cuisine à préparer le repas pour sa famille, et ben, grâce aux boîtes hermétiques Tupperware, elle va pouvoir faire une fois la cuisine. Alors, c'est toujours elle qui s'y colle, mais et ensuite, elle va la stocker, et comme ça résiste du coup à l'oxygène, ça conserve, et voilà. Et ce temps-là, elle le consacre à sa famille, à son bien-être et à être bien avec ses copines. Parce qu'aussi, elle fait un gâteau à côté qu'elle va pouvoir couvrir de cellophane pour accueillir à 15h ses amis autour d'un bridge. C'est très caricatural, mais c'est la réalité qui est vendue. Donc, c'est pas juste un matériau, même si c'est ça, mais c'est l'émancipation de la femme, c'est aussi la liberté d'entreprendre, parce que vous voyez, par exemple, à un moment, il y a des publicités où vous voyez un petit bébé de 1 an et demi qui presque lèche son assiette en styrène, qui est une forme de plastique, son bol dégoulinant de lait bien généreux, où on se dit c'est l'opulence, c'est de l'abondance, c'est la générosité, c'est l'insouciance, c'est la naïveté de l'enfance, c'est magnifique. Il est là, il lèche, donc il n'y a aucun risque. Et ils mettent ça directement en corrélation avec comme il utilise du styrène petit, ça va devenir un businessman. Et vous voyez sa projection à côté où il est avec son costard, sa mallette, et c'est la success story. Et donc en fait, c'est pas un matériau qui va résister à tel risque pour l'alimentation ou pour que sais-je. C'est toute une histoire. C'est une révolution. Oui, c'est une révolution, une histoire qui est construite. On change de vie. Je sais pas s'il y a quelque chose de comparable dans l'histoire. S'il y a d'autres exemples de ce type. Certainement, dans la technique, j'imagine, c'est souvent ça, la technique qui est supposée libérer l'homme. Il y a je pense, des parallèles, sûrement. Ouais. Est-ce que, selon vous, le plastique à l'époque a eu tout de même quelques vertus ? Bien sûr. Et lesquelles ? Et d'ailleurs, c'est super intéressant dans les échanges que je peux avoir autour du sujet de personnes qui ont 70, 80, 90 ans, et qui se souviennent parfaitement bien de ce moment où le plastique est arrivé dans leur vie. Et donc, notamment une femme qui me disait, moi j'étais agricultrice. Du jour au lendemain, mes seaux, et leur poids, il était divisé par 2. Et puis les lessives, et puis ceci, et puis cela. Donc oui, il y a un confort moderne. Mais et qui est indéniable aujourd'hui encore. Je veux dire, il y a un côté confortable. La question, c'est quelle priorité, en fait, on donne. Et le confort, on le
place dans la balance à côté de quoi. Ça, je pense qu'on pourra le développer. Bien sûr, on aura le temps de le développer. Donc là, on est après la Seconde Guerre mondiale, le plastique qui est montré comme une révolution, et sa production, sa consommation ne va cesser de croître, une croissance que vous qualifiez d'exponentielle dans le livre. Vous parlez d'une progression moyenne de 8,4% par an jusqu'à aujourd'hui, finalement. Comment le plastique est-il devenu finalement omniprésent ? C'est précisément par la multiplicité de ses propriétés dont je parlais tout à l'heure. Et il ne se passe pas une semaine encore aujourd'hui sans qu'on invente, qu'on mette au point et qu'on commercialise des additifs et des structures de polymères. Aujourd'hui, on est à 5300 structures de polymères et plus de 16 000 additifs, mais ça augmente de jour en jour. Et plus vous avez de possibilités de structures physico-chimiques, et plus vous allez trouver des usages différents. Et donc, ça ne va pas s'arrêter. On prévoit 1 milliard de tonnes contre 500 millions produites en une année en 2050, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, là, on pense, les chiffres ne sont pas encore tombés, mais a priori, on a passé le seuil symbolique des 500 millions de tonnes produites annuellement dans le monde, là, cette année. Et effectivement, l'OCDE prévoit un triplement de cette production d'ici 2060. Et encore une fois, c'est 500 millions de tonnes, 600 millions, 800 millions, 1 milliard 2 de tonnes, c'est annuellement. Donc ça s'accumule. Ça s'accumule, ça disparaît pas. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête, d'autant que l'écrasante majorité de ces plastiques est utilisée pour une courte période, malgré, c'est ça qui est très paradoxal, malgré ses qualités indéniables de longévité. C'est-à-dire, c'est un matériau qui peut durer des centaines d'années, mais on l'utilise souvent pour une courte durée. Oui, et on va voir, après on peut se dire, oui, mais il y a le recyclage, on va voir que ce n'est pas forcément une solution. On va essayer de comprendre en quoi le plastique peut-il être un danger. Parce que c'est vrai que c'est assez récent, cette compréhension du fait que le plastique est potentiellement un danger. Déjà, est-ce qu'on peut citer quelques données pour montrer à quel point nous sommes exposés finalement au plastique ? Je pense qu'il suffit d'ouvrir les yeux et de voir qu'il nous enveloppe littéralement, qu'il sculpte nos vies. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui m'a happée quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, qui est issue de l'Atlas du plastique de la Fondation Heinrich Böll, qui est « Nous touchons plus souvent du plastique que de gens que nous aimons ». Et au début, moi, je me suis arrêtée en me disant « Oh, ils exagèrent, c'est pour accrocher l'attention du lecteur ». Et en fait, non, ils n'exagèrent pas du tout. Quand vous regardez, vous le disiez tout à l'heure, les vêtements, les revêtements des coques de téléphone, de l'ordinateur, du smartphone XYZ, de nos emballages alimentaires, de nos cosmétiques, de tout ce qu'on ne voit pas et qui sont les plastiques intentionnellement ajoutés dans les produits qu'on utilise. Et ça, c'est pour, on va dire, la partie extérieure. Mais vous avez ensuite la partie intérieure, puisque le plastique, il a beau être promis à une très longue durée de vie, et c'est pas pour autant qu'il est inaltérable. Donc il se fragmente, en fait, il s'use, il se fragmente, il part en fibres, en fragments, et il va partout. C'est ce qu'on appelle les microplastiques, c'est ça ? C'est des microparticules qui peuvent être soit de taille micro, soit de taille nanométrique. Voilà. Donc microplastique, c'est 5 mm, et nano, c'est entre 1 et 100 nanomètres. Et évidemment, plus c'est petit, plus ça se faufile facilement dans tous les interstices de l'environnement, que ce soit les sols, l'eau, l'air, et naturellement dans nos organismes, du coup. En quoi le plastique est-il nocif pour l'environnement, pour les écosystèmes ? Là, je lis, j'ai ouvert votre livre, je lis que le plastique tuerait plus d'1 million d'oiseaux et 100 000 animaux marins par an. Est-ce qu'on peut expliquer en quoi le plastique est dangereux pour l'environnement ? Alors bon, ça c'est un des exemples les plus connus, parce que c'est souvent en lien avec l'océan, et que dans l'océan, vous avez donc une partie des déchets qui est de taille macro, c'est-à-dire visible à l'œil nu, et puis d'autres micro. Mais pour ce qui est macro, ça va être aussi bien un déchet plastique qui s'est fragmenté avec les UV, avec les courants, avec tout ce que vous voulez, et qui se retrouve là et qui va être ingéré de façon soit volontaire,
volontaire, soit involontaire par un animal. Et puis vous avez tout ce qui vient les happer sans qu'ils le veuillent. Donc ça va être un filet de pêche abandonné, perdu, dans lequel l'animal va s'empêtrer. Ça peut être donc physique, strangulation, comme ça. Ça peut aussi être chimique, puisque on en parlera, je pense, assez longuement. Le plastique, c'est un polymère auquel on greffe des additifs chimiques. C'est les additifs qui lui donnent toutes ses propriétés. Et ces additifs ne sont pas greffés de manière covalente au polymère. Vous imaginez comme si vous avez un squelette et puis vous allez greffer les additifs dessus. Donc ça tient, mais ça tient modérément, si vous voulez. Et donc au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des UV, au fur et à mesure des bactéries, au fur et à mesure des frottements, ces additifs vont se libérer, ils vont s'échapper. Et donc dans l'océan, pour cet exemple-là des animaux, mais c'est vrai par ailleurs aussi, les additifs, c'est la grande vadrouille. Donc, vous avez des animaux, et notamment je parle des rorquals dans le Grand Nord, qui sont exposés aux phtalates de façon hyper répandue et préoccupante. Et les phtalates, en fait, c'est perturbateurs endocriniens, reprotoxiques. Ça veut dire que vous allez menacer sa capacité de se reproduire, entre autres. Il y a d'autres effets, mais voilà. Et donc, les substances toxiques dont vous êtes en train de parler sont également nocives pour la santé humaine. C'est ça dans le plastique qui est particulièrement nocif ? Oui, c'est ça. Même dans les plastiques. Dans les plastiques. Il y a, comme je disais tout à l'heure, sur le marché actuellement commercialisé, 5400 structures de polymères et 16 000 additifs et charges. Les additifs, en fait, c'est des molécules qui sont ajoutées au polymère pour agrémenter de plein de propriétés le plastique. Donc ils vont servir par exemple à colorer, à améliorer le matériau en lui conférant des propriétés ignifugeantes, antistatiques, ou de souplesse, ou de dureté, ou de résistance pour lubrifier, ou juste abaisser le prix de revient. Enfin, voilà. Et plus les particules qui s'échappent, qui sont soit des fragments, soit des fibres, de plastique, plus les particules sont petites et plus ça va être facile pour elles de se faufiler dans le moindre interstice. Donc aujourd'hui, les études sont, mais on ne peut plus claires, sur la présence de microparticules et de nanoparticules. Donc microplastique, c'est 5 mm et nano, c'est entre 1 et 100 nanomètres. Toutes les études montrent qu'on en a littéralement partout dans nos corps. Donc c'est dans le cerveau, c'est dans le placenta des femmes enceintes, c'est dans nos poumons, c'est dans nos reins, c'est dans notre sang, c'est dans notre moelle osseuse, c'est dans les testicules, c'est dans les ovules, c'est partout. C'est effrayant. Il y a le seul endroit où il n'y a pas de plastique, c'est là où on n'a pas cherché. D'accord. Cette phrase n'est pas de moi, mais je ne sais plus de qui elle est. mais voilà, je trouve qu'elle est très parlante et très corrosive, mais juste. Voilà, donc... si je reprends ce tableau, sur les 16 000 additifs, il faut savoir qu'il y en a 10 000 pour lesquels on n'a pas suffisamment d'informations. C'est-à-dire elles sont méconnues ou inconnues. On n'a pas d'informations sur leur identité, sur leur fonction ou sur leur application, ou les trois. Donc évidemment, ensuite, pour jauger des effets sur la santé humaine, c'est compliqué puisqu'on ne sait pas de quoi on parle. Le deuxième point, c'est que toujours sur ces 16 000 additifs, il y en a 4 200 qui sont classés dangereuses pour la santé humaine ou toxiques pour l'environnement, ou les deux. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques et notamment le CIEL, qui est le Centre international pour le droit environnemental. Et puis, vous ajoutez à ça, donc, et parmi là-dedans, il y en a beaucoup qui sont cancérogènes. Et puis, il faut ajouter, donc ça, c'est la partie, on va dire, visible du tableau de plastique connu sur le marché, ou plus ou moins connu. Mais à ça, vous ajoutez ce qu'on appelle les NIAS, les Non-Internationally Added Substances, c'est-à-dire les substances ajoutées de façon non intentionnelle. On n'a pas voulu les apporter, mais elles sont là. Les fabricants n'ont pas voulu les injecter, mais elles sont là. Pourquoi ? Parce que dans les processus de fabrication, vous avez des réactions chimiques qui ont lieu, et qui ne sont pas recherchés, et qui ne sont pas contrôlés, et qui ne sont même pas mesurés, mais qui existent. Ça, c'est le premier point. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est les produits de transformation et les impuretés. Voilà, vous avez des impuretés qui se promènent dans votre usine de fabrication. Tout ça, ça se retrouve potentiellement dans votre canalisation d'eau, dans votre emballage alimentaire. Et encore une fois, c'est
non répertoriées. Enfin, voilà, on ne sait pas combien il y en a, on ne sait pas à quelle structure elles correspondent. Voilà, vous avez trop de différentes sortes. Donc, on en parlera sans doute plus tard, mais il y a des demandes de nombreux pays pour justement imposer des études indépendantes sur les molécules qui, contrairement à l'industrie pharmaceutique par exemple, sont mis sur le marché de façon extrêmement facile. Enfin, je veux dire, c'est la réglementation internationale, sur les plastiques, elle s'occupe de même pas 1% des différents types de plastiques. Les plastiques sont faits sur mesure, ils sortent sur le marché et ensuite on se demande si éventuellement il y a un risque ou pas. Mais du coup, quand on parle de dangerosité, de quoi parle-t-on finalement ? Alors, il y a plein de formes de dangerosité, mais les plus préoccupantes, ça va être le côté cancérogène, perturbateur endocrinien. Un perturbateur endocrinien, en fait, c'est une substance qui vient interagir avec votre système hormonal. Et les hormones, elles régulent aussi bien notre sommeil que notre croissance, notre développement, par exemple notre puberté, notre sexualité, notre fertilité. Voilà. Et donc, quand vous avez un perturbateur endocrinien, il va juste envoyer des signaux faux à votre corps. Et donc, ça va donner aussi bien une puberté précoce qu'une infertilité et plein d'autres effets néfastes pour notre santé. De façon générale, le plastique est associé avec un certain nombre de troubles qui vont être des troubles de l'attention, des faibles QI, de l'obésité, du diabète, des cancers hormonodépendants, donc cancer du sein, cancer de la prostate, selon que vous êtes un homme ou une femme, voilà. Donc c'est une liste qui est phénoménale et qui reste néanmoins difficile à prouver, exactement comme c'est difficile de prouver que le glyphosate va provoquer chez l'agriculteur ou chez le citoyen tel cancer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile de tracer ces substances. Déjà, à la base, quand elles sont commercialisées, c'est ce que je disais, il y a un manque d'informations. Et ensuite, l'utilisation, on est dans une espèce de cocktail de substances où c'est impossible de mesurer. Enfin, je veux dire, votre vie n'est pas la mienne et vous êtes exposé à certains additifs pendant toute votre vie qui ne sont pas les mêmes que les miens et qui, en plus, au-delà du fait de lister de façon singulière pour chaque être humain différents additifs et différents polymères, voilà, avec les effets derrière. Au-delà de ça, il y a un effet cocktail, c'est-à-dire l'effet cocktail, c'est quand vous juxtaposez de façon concomitante ou successive différents additifs. Donc les industriels vont vous dire « Non mais moi, ma bouteille en plastique, je respecte les normes, donc circuler, là, rien à voir ». Et très probablement, dans la plupart des cas, c'est vrai, ils respectent les normes, sauf que à aucun moment, personne n'étudie l'effet cocktail. C'est-à-dire, personne ne se dit, en fait, le matin, il a bu son café dans un gobelet en carton, soi-disant, mais avec un film plastique à l'intérieur. Le café, avec la chaleur, a libéré un max de micro- et nanoparticules qui vont être ingérées en même temps que le café. À midi, il a mangé ses carottes râpées dans une barquette en plastique. Le plastique n'aime pas le gras, ça va favoriser un autre type d'additifs libérés. À 16h, il a fumé une clope, hop, une nouvelle injection de différents additifs. Donc ça s'ajoute, c'est voilà, ça. Ça s'ajoute. À 20h, vous êtes sous votre couette en polyester. Ah, quelle bonne journée, bonne inspiration, bam, encore une autre salve de différentes micro- et nanoparticules et les additifs qui vont avec. Moi, je suis juste un shaker ambulant à la fin de cette journée avec une impossibilité évidente de savoir mais qu'est-ce que j'ai à l'intérieur et comment ces substances vont interagir. Quand vous allez chez le médecin pour, je ne sais pas quoi, un trouble cardiaque, il va vous faire un diagnostic, puis il va vous prescrire des médicaments, mais avant de vous prescrire les médicaments, il va vous demander si éventuellement vous en prenez d'autres pour éviter ces effets croisés. Mais le plastique, à aucun moment, on se pose cette question. Oui, donc on n'a pas encore étudié toute cette nocivité. Voilà. Mais ce qui est sûr... Si, on l'étudie, avec tous les obstacles que je viens de citer d'impossibilité, enfin de manque de transparence en fait. Il y a une opacité incroyable du côté industriel, un manque de réglementation même s'il y a des bases, enfin voilà. Et donc il y a ce tableau-là. Néanmoins, il y a
de plus en plus d'études qui sont faites, que ce soit sur le cerveau, sur la fertilité, sur plein de pans de notre santé, et tous les faisceaux convergent. Il y a un autre fait à avoir en tête, c'est que le plastique c'est fait à partir de pétrole, et que le pétrole, pour l'environnement, enfin pour le climat, c'est pas positif, c'est plutôt négatif. Donc le plastique a également un impact de cette façon-là. Ouais, tout à fait. Donc vous avez plus de 99% de la production mondiale de plastique qui est issue de matières fossiles. Donc c'est effectivement du pétrole ou du gaz, et qu'ensuite du gaz, c'est souvent du gaz de schiste de nos amis américains. Donc avec toutes les conséquences environnementales qu'on connaît. Et en fait, le plastique émet des gaz à effet de serre tout au long de sa vie, évidemment. Donc au moment de l'extraction de la matière vierge, pour aller chercher du pétrole et du gaz, mais aussi pendant l'utilisation, mais aussi pendant la fin de vie. C'est-à-dire même à la fin de vie, quelle que soit la fin de vie qu'il a, si c'est incinération, si c'est enfoui, si c'est mis en décharge, contrôlé ou pas contrôlé, ou si c'est recyclé, il y a une émission de gaz à effet de serre. Même le recyclage, oui. Même le recyclage, oui. Alors, le recyclage mécanique, peut-être on en parlera après, mais le recyclage mécanique, effectivement, économise quand même de la matière et des émissions de gaz à effet de serre, mais il n'est pas neutre. Je veux dire, une bouteille ne redevient pas une bouteille en un claquement de doigts, sans émissions de gaz à effet de serre, sans consommation d'eau, sans logistique de transport, non. Mais c'est vrai que c'est moins pire que si je vais extraire du pétrole neuf dans le sol pour fabriquer un plastique neuf. Mais néanmoins, c'est ce qui continue de se passer, parce que les plastiques vierges ont une bien meilleure résistance et qualité qu'un plastique recyclé. Ça fait partie des points sur lesquels le recyclage bute, parce qu'en fait, un plastique issu de matière recyclée est de moindre qualité. Vous êtes toujours obligé d'ajouter de la matière vierge pour maintenir un niveau de qualité. Voilà. D'où le fait qu'une boucle circulaire pour le plastique, c'est impossible. Alors personnellement, pendant très longtemps, j'ai cru que le recyclage était une solution, était la solution. C'est vrai qu'on nous l'a présenté pendant des décennies, comme dans les discours politiques, dans la publicité, comme la réponse à la crise environnementale liée au plastique, notamment avec la promesse d'un plastique que l'on récupère et qui se régénère à l'infini. Mais vous montrez dans votre livre que le recyclage est très loin, mais alors très loin, d'apporter une réponse suffisante pour contenir la production du plastique. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ? Oui, il y a plein de facteurs à différents niveaux qui font que le recyclage du plastique ou des plastiques ne marche pas, pour des raisons soit techniques, soit financières, soit réglementaires. La première, c'est quand on parle du recyclage mécanique, en tout cas, la première, c'est qu'il y a une dégradation de matière pendant le processus de fabrication. Donc, votre structure, le squelette dont je parlais tout à l'heure, il perd en qualité, et donc vous êtes obligé de réinjecter de la matière vierge. Quand je dis de la matière vierge, c'est-à-dire que vous allez chercher du pétrole et du gaz et des nouveaux produits chimiques, et vous repartez de zéro. Donc, la matière se dégrade. Vous avez très peu en fait, de plastiques qui redeviennent au même niveau de qualité où ils étaient avant. C'est le décyclage, on parle de décyclage, c'est ça, exactement. Donc en fait, quand vous prenez bout à bout les items en plastique recyclés, c'est 2% en fait, du marché. C'est la Fondation Ellen MacArthur qui montre ça dans une grosse étude. Ensuite, vous avez des raisons financières. Donc, le plastique recyclé est de moins bonne qualité que le plastique vierge, et il est plus cher. Et puis, vous avez le côté environnemental. Bon, ça rentre rarement dans la balance, mais c'est pas parce que c'est du plastique recyclé qu'il n'y a aucun impact sur l'environnement, loin de là. Il y a encore des émissions de gaz à effet de serre, il y a encore de la consommation d'eau, il y a encore de la logistique pour passer d'un point A à un point B, collecter, trier, recycler, renvoyer dans le système. Donc, c'est pas du tout une bouteille redevient une bouteille, et c'est sans impact sur l'environnement. Ensuite, le recyclage est une solution partielle à court terme ou moyen terme, on va dire,
Mais il y a vraiment des jours où je me dis que c'est une solution qui est contre-productive. Si je pousse le raisonnement un peu plus loin et qui ne sort pas de nulle part, en fait, ça vient juste du fait que j'ai regardé comment s'est passée l'histoire du recyclage depuis les années 60. C'est vraiment un discours et une réalité qui fait que ça pousse à produire toujours plus. Dès les débuts de l'idée de recyclage, du concept de recyclage, qui n'était aucunement validé, ni techniquement, ni financièrement, ni politiquement, ni rien. Dès les débuts, en fait, ils se sont juste dit, les majors pétrochimiques américaines notamment, se sont dit, ça commence à se voir, en fait, qu'on ne sait pas gérer les déchets plastiques, on ne sait pas gérer le plastique en général, on n'a qu'à dire que ça se recycle et ça va sauver le business. C'est un alibi, finalement. C'est complètement un alibi et c'est regardez par ici pendant que nous on continue à produire de plus en plus là-bas. Dès les débuts, le recyclage c'est un leurre pour plus produire. Mais vous regardez le documentaire Plastic War qui est très bien fait et qui est super intéressant là-dessus, qui interviewe des personnes qui ont mené ces opérations, allons-y, débloquons quelques millions de dollars, faisons de la R&D et montrons que le recyclage peut marcher. Lui, il le dit texto, il dit le recyclage, en fait, on a cherché à le mettre sur pied pour pouvoir produire plus. C'est dingue. Et aujourd'hui encore. Dès le départ. Ouais. Okay. À l'époque, peut-être, je ne suis pas dans leur tête, peut-être qu'ils se disaient on ne sait pas trop si ça va marcher, mais on essaye, ce qui est très bien, allons-y. Parce qu'effectivement, la production ne cesse de croître. On l'a dit tout à l'heure, plus 8% par an depuis les années 60. Et aujourd'hui encore, on est sur un rythme entre 5 et 8%. Donc oui, il faut faire quelque chose avec ça parce qu'il y a des déchets à foison. Mais on ne sait pas gérer, en fait. Et aujourd'hui, les feuilles de route gouvernementales, les feuilles de route économiques, les feuilles de route politiques, quel que soit l'échelon, c'est le recyclage qui prend toute la place. Et ça, c'est pas possible parce qu'en fait, le temps et l'argent qui sont mis dans le recyclage, qu'il soit mécanique ou autre, il n'est pas mis ailleurs. Et donc, pendant qu'on s'échine à construire des usines à plusieurs millions d'euros ou de dollars pour essayer de mieux recycler, tout en culpabilisant Josette qui ne trie pas bien ses déchets, et du coup, on ne peut pas récolter ses bouteilles pour aller les recycler. Mais c'est autant qui n'est pas mis dans réimplantons une filière de consigne en verre et améliorons ce système-là qui est beaucoup plus c'est pérenne. Ça la vraie solution, c'est la réduction de la production et de l'usage du plastique. On a compris que le recyclage était une mauvaise solution, ou en tout cas une fausse solution. Est-ce que notre objectif doit être la suppression pure et simple du plastique ou... Alors, le recyclage est une solution, une impasse. Je précise ma pensée, mais c'est une impasse, c'est une fausse bonne solution et ça peut être contre-productif. Mais à court terme, il y a quand même quelques avantages. Mais je veux dire, dans la balance, c'est pas là qu'il faut mettre tous les efforts. C'est effectivement, comme vous le dites, dans la réduction, dans couper le robinet de la production qu'il faut aller. C'est évident. À part si vous êtes un pays producteur de matières fossiles, tous les autres pays s'accordent à le dire. Donc il faut réduire la production, il faut réduire le nombre de molécules chimiques. Je disais tout à l'heure qu'on est à des milliers et des milliers de différents types de plastique. Il faut réduire ça, il faut qu'il y ait de la transparence, qu'on sache qu'est-ce qu'on produit, quels sont les impacts. Il faut qu'on ait une vision beaucoup plus globale, il faut standardiser, homogénéiser pour pouvoir mieux réguler. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez interdire un plastique, vous allez interdire une molécule. Donc ça va vous prendre des années. CF, la saga du bisphénol A, ça a pris plus de 15 ans. On a d'abord interdit dans les biberons pour enfants dans tel pays, puis dans les contenants alimentaires pour enfants de moins de 3 ans dans tel pays, puis dans les... Voilà, comme s'il y avait plus de 3 ans, il n'y avait pas de problème pour eux. Et puis ça s'est généralisé, et aujourd'hui le bisphénol A est beaucoup plus réglementé, pas interdit, mais beaucoup plus réglementé. Et tout ça en 15 mais ça ans. prend 15 ans. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 15 ans ? Les industriels ont développé des molécules sœurs, d'autres bisphénols, S, Z, etc., qui ont des propriétés extrêmement similaires et des caractéristiques aussi pour la santé qui
qui sont tout aussi néfastes. Mais c'est juste, elles s'appellent différemment. Donc, en fait, on repart en combat pour légiférer ça, parce que voilà. Donc, quelle est la solution pour Donc, la solution, en fait, c'est de réglementer par famille. C'est-à-dire, au lieu de dire on interdit le bisphénol A, on va interdire le bisphénol, les bisphénols, plus exactement. Pareil pour les phtalates, pareil pour plein d'autres. Voilà. Mais on régule par famille. C'est-à-dire, à partir du moment où on s'aperçoit qu'une molécule appartenant à une famille est problématique, c'est toute la famille en fait qu'il faut interdire. Et donc, au lieu de perdre 15 ans pour une molécule, pendant ce temps-là, il y en a une autre qui est en train d'éclore. Voilà. Donc, il faut réduire le nombre de structures de physique et chimiques, et il faut du coup réglementer plus rapidement. Enfin, ça facilitera le travail. Et se fixer, vous parlez dans votre livre de fixer des plafonds de production. Ouais. Ça consisterait à quoi ? Ça consiste à mettre des quotas de production. Et se fixer des plafonds de production. Voilà, c'est ça. En fait, quand on réfléchit bien, c'est ça. C'était la demande majeure d'une centaine de pays réunis autour de la table de négociation d'un traité international juridiquement contraignant sous égide de l'ONU qui s'est tenu pendant 2 ans et demi, qui s'est achevé là en août 2025. C'est pas super bien achevé. Ça s'est achevé sur une absence de ratification de traité, ce qui est à la fois désolant et en même temps pas si désolant, dans la mesure où il valait mieux rien plutôt qu'une coquille vide de traité. Et ces 2 ans et demi de négociations ont aussi permis au pays de vraiment s'atteler au sujet, de vraiment réfléchir, de vraiment dialoguer et de faire bouger des positions. C'est-à-dire qu'au début, vous aviez une coalition de pays super ambitieux, dont faisait partie la France et plusieurs pays européens. C'est important de le souligner et c'est chouette. Vous aviez une coalition qui faisait une 60aine de pays et à la fin des négociations, on était à plus de 100. Donc il y a quand même, avec le travail des politiques, des scientifiques et de nombreuses associations et des autochtones et de plein d'entités différentes, tout ça a émulsionné et fait monter la sauce dans la prise de conscience de il faut couper le robinet. Alors, pour répondre à votre question juste avant, personne ne dit il faut arrêter, supprimer tous les plastiques. Mais il faut, c'est toujours une question de priorité et de quel plastique est essentiel. Il faut prioriser et puis il faut plus de transparence. En France, il y a eu la loi AGEC qui a été votée il y a quelques années avec l'objectif de supprimer tous les emballages plastiques à usage unique d'ici à 2040. Est-ce que selon vous, en France, on est plutôt avancé en comparaison des autres pays sur cette question ? Non, enfin, ça dépend des pays qu'on prend en référence. Il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Mais moi, quand j'ai vu cette conclusion de la loi AGEC, veut dire 2040, c'est dans aucun sens, ça n'a aucun sens. Ouais. Enfin, et les signaux envoyés de on a interdit les pailles et les touillettes et les tiges de ballon. C'est peanuts, en fait. Oui, c'est peanuts. Alors oui, il faut le faire. Oui, c'est symbolique. Donc oui, on envoie un signal à toutes les strates de la société en disant, il y a un moment, l'absurde, on va le limiter. Mais ça laisse sous le radar l'écrasante majorité de la production plastique, malgré tout. Et c'est effectivement, en fait, je disais il y a 2 secondes, on ne va pas supprimer tous les plastiques, il faut prioriser, mais le plastique à usage unique, qui est plus de 50% de la production mondiale, ça oui, en fait, il faut le supprimer. Mais après, évidemment, il faut rentrer dans les strates. C'est pas pareil d'avoir un plastique à usage unique pour un emballage alimentaire et un plastique à usage unique dans un hôpital où ils n'ont pas les moyens, les ressources humaines pour désinfecter des items en verre. Voilà. Mais cela dit, ça c'est vraiment un de mes gros apprentissages liés aux recherches pour le livre. Un début d'incursion dans le plastique à l'hôpital, et c'est glaçant. Pas conscience de cette place. C'est vraiment glaçant. Et à l'échelle, si on passe à l'échelle individuelle, si moi personnellement je veux me passer du plastique dans ma vie, a priori ça semble compliqué. Comment je m'y prends, par quoi je commence ? Alors, je ne sais pas combien vous êtes plastifié dans votre vie, mais c'est très facile de d'élaguer une écrasante majorité. Vous n'allez probablement pas
passer à 0%, c'est sûr que non. Vous aurez toujours votre téléphone, votre ordinateur, votre canapé en synthétique, parce que voilà, c'est l'écrasante majorité du... Enfin voilà, le plastique est partout. En revanche, vous pouvez slalomer entre les plus gros impacts. Par exemple, vous allez dans votre cuisine, vous faites le ménage. Vraiment, la cuisine, c'est prioritaire. Vous enlevez les poêles avec revêtement anti-adhésif, que ce soit Tefal ou pas. Vous enlevez les spatules en plastique, les louches en plastique, les planches à découper en plastique, votre bouilloire en plastique, tous les contenants en plastique qui servent à réchauffer, ça c'est vous oubliez. Enfin voilà. Donc il y a des trucs hyper faciles à faire. Ça va pas vous coûter un bras non plus de les remplacer. Mais voilà, à partir du moment, c'est expliqué dans le livre, où vous savez à quel moment tel type de plastique relargue le plus de particules, hop, vous switchez et vous passez à l'inox, au bambou, au verre. L'idée n'est pas pour autant de juste se dire je substitue le plastique par un autre matériau. L'idée, c'est de se demander, est-ce que vraiment j'ai besoin de ça ? Oui, d'accord. Donc, ça va dans une démarche globale. Oui, on fait un pas de côté, où on questionne l'usage. Là, je vous ai donné des exemples où effectivement il s'agit de substituer. Substituer une poêle avec revêtement anti-adhésif par une poêle en 100% inox, par exemple, ou en cuivre. Mais après, dans votre quotidien, il y a des vraies questions d'usage. Est-ce que ce jus d'orange, je le prends en Tetra Pak, en bouteille PET ou en verre ? Ok, si on dézoome un peu, c'est est-ce que j'ai besoin de ce jus d'orange ? Est-ce que je peux pas soit me presser une orange, soit manger une pomme du jardin d'à côté ? Ce qui nutritivement est encore mieux. Donc c'est vraiment pas que une substitution. C'est vraiment se demander est-ce que j'en ai besoin, quoi. Ça demande pas plus de temps dans son quotidien de vivre sans plastique ? Non, ce qui demande du temps et de se poser 2 secondes, c'est de regarder, c'est de s'informer. Donc voilà, d'où au hasard cette bande dessinée et ce livre. Mais pour expliquer ça, parce que sinon, moi, je vais rien changer dans ma vie si je comprends pas pourquoi je le fais. Que je remonte la bande dessinée dont vous parlez. Il est également nécessaire de faire évoluer les entreprises qui utilisent du plastique pour leur activité. Il y a un exemple que j'ai pas mal aimé dans votre livre, que je connaissais déjà parce qu'il est assez emblématique. C'est celui de Mustela et de sa fontaine à produits. Est-ce qu'on peut expliquer en quoi c'est une innovation, une solution pertinente face au plastique ? Parce qu'on va court-circuiter une bonne partie de l'usage unique. Est-ce qu'on peut expliquer de quoi il s'agit ? Ah oui, ils se sont rapprochés d'autres marques et puis ils sont mis ensemble pour proposer des meubles en fait multifonctions qui vont distribuer en officine tel et tel produit de leur gamme. Et donc vous faites... vous réduisez de façon très importante l'emballage à usage unique. Mais Mustela, ils ont une approche assez cohérente. Enfin, ils ont quand même renoncé à un quart de leur chiffre d'affaires en arrêtant les lingettes pour bébés. Oui, il y a ça aussi, les lingettes, c'est juste une catastrophe écologique. Eux, ils trouvaient pas de solution alternative autre que on arrête. Et donc après, ils essaient de trouver des levées de croissance sur d'autres segments de marché, mais ça c'est une vraie démarche. Et je pense que c'est à l'échelle individuelle et collective, c'est super sain de se questionner. Quitte à rechoisir ensuite de revenir là-dedans, mais au moins de se poser la question, quoi. Est-ce qu'on peut faire autrement ? Ouais. Est-ce que pour une entreprise, finalement, se passer de plastique, c'est renoncer à une partie de son chiffre d'affaires ou on peut le voir comme sur ça. Sur le court terme, peut-être. On peut le voir comme ça si on a une vue étriquée, mais on peut aussi le voir beaucoup plus large en se disant... Par exemple, une fois, j'ai rencontré dans un salon une femme, une entrepreneuse bretonne qui avait une 40aine de salariés qui fabriquait des cookies. Ces cookies, c'était hyper bon, hein, franchement. Et elle se défonçait. Elle avait embauché des consultants pour améliorer les emballages, se dire, OK, tel emballage, il est non recyclable, celui-là, oui. Bon, mais il se trouve que le plastique fait une très bonne barrière à l'oxygène, ce qui, pour les cookies, est plus qu'utile. Et donc, quand je lui ai expliqué qu'en fait, son truc ne tenait pas la route d'un point de vue environnemental, elle était complètement dépitée et elle se disait, mais moi, je fais tout ce que je peux, mais là, je sais plus, je vends des cookies et tout d'un coup, je suis en train de réaliser que finalement, est-ce que c'est une bonne idée de vendre des cookies ?
Et du coup, j'ai dit, bah oui, c'est vrai que si on dézoome encore un peu plus, peut-être c'est pas des cookies qu'il faut vendre, mais des ateliers de fabrication des cookies où vous vendez... Enfin, voilà, mais c'est... Il faut penser son modèle. Voilà, il faut penser le modèle. Et de même que vous vendez pas forcément une bière, mais je sais pas, une tireuse à bière où chacun vient prendre sa dose. Et en quelques mots, ça semble intéressant de l'évoquer, mais les nouveaux matériaux qui remplaceraient le plastique, matériaux biodégradables, est-ce qu'on peut y croire ou... Il y a certains plastiques qui sont effectivement plus écologiques. Je pense notamment au plastique à base d'algues, parce que les algues n'empiètent pas sur nos terres agricoles et sur nos ressources en eau. Accessoirement, en France, on est très riche, très bien doté de ce côté-là. Il y a plus de 800 espèces autour de nous. Donc on peut faire des plastiques à base de ça, à base de déchets agricoles, voilà. Mais il faut éviter en revanche de tomber dans je vais cultiver de la canne à sucre ou je vais cultiver de la patate pour récupérer la fécule ou pour faire du bioplastique, bioplastique avec beaucoup de guillemets, parce que ça ça reste potentiellement un non-sens vu que ça va être en concurrence avec notre alimentation à nous humains. Et le deuxième point auquel il faut faire super attention et qui passe souvent sous les radars, c'est que ces plastiques qui sont éventuellement biosourcés, ils utilisent les mêmes additifs que les plastiques conventionnels. Ah oui, donc en fait, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, le problème, il revient au galop, là, pareil. Okay. De toute façon, tout matériau a un impact finalement, il faut avoir conscience et comme vous le disiez tout à l'heure, se poser la question de l'utilité, oui. de sa réelle utilité. Dans le livre, il y a une phrase que je cite à 2 reprises qui est « Il n'y a pas de matériaux durables, il n'y a que des systèmes durables ». C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Donc c'est la question rituelle de la fin de ce podcast. Je vais vous laisser 1 minute pour convaincre les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent de réduire, voire de supprimer le plastique. Comment vous pourriez les convaincre ? Alors moi je cherche pas à convaincre, je vois un tableau qui est complètement absurde et qui va à plein d'endroits privilégier un certain confort et une certaine praticité au détriment de choses qui sont beaucoup plus impactantes. Si je prends l'exemple des substances chimiques qui sont perturbateurs endocriniens, franchement je pense qu'il n'y a pas une seule personne au monde qui peut se dire que sa fertilité est moins importante que son confort du quotidien si elle se pose. Voilà. Après, elle peut rechoisir d'aller dans emballage plastique à gogo, je réchauffe le biberon de mon enfant au micro-ondes parce que ça va plus vite. Ok, mais au moins d'en être conscient. Mais l'impact sur la fertilité, l'impact sur notre développement, sur notre bien-être, à mon avis, est prioritaire. Et c'est pas qu'une question de temps et c'est pas qu'une question d'argent. Oui, ça prend du temps de changer, mais le temps du changement, moi, si vous me demandez de changer de vie ça me prendra du temps aussi, c'est pareil, c'est la même situation. Et le deuxième point, en fait, c'est que donc moi, ça fait plus de 5 ans que je travaille sur les plastiques, donc évidemment, j'ai un radar à plastique et j'ai quelques connaissances par-ci par-là qui font que je l'évite autant que possible, on s'en doute. Et c'est tout sauf un poids, c'est tout sauf un effort, c'est vraiment une source de... c'est joyeux, quoi. C'est comme un slalom entre les gouttes de plastique, il y a un côté enfantin, libérateur et la sobriété amène à la liberté, hein, clairement. Merci beaucoup Capucine Dupuis et je reconseille votre livre donc Plastique, on arrête tout et on réfléchit. J'ai honnêtement appris énormément de choses à ce sujet, ça m'a donné envie de réfléchir moi-même à mon utilisation du plastique. Merci beaucoup. Merci Théo. Au revoir.